Bien, nous allons aborder maintenant l'histoire criminelle de Versailles avec Hélène Charabani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conférencière à l'Office du tourisme de Versailles. Et alors, vous faites des conférences qui s'intitulent ainsi de l'affaire des poisons sous Louis XIV à l'affaire Landru au XXe siècle. Revivez les affaires criminelles qui ont secoué Versailles. Alors donc, vous faites promener les gens dans Versailles et vous les arrêtez en leur disant attention, là, il s'est commis le crime et tout ça. On va en parler, mais figurez-vous que Landru est là. Je le vois. Vous le voyez? Il est en face. Bonjour Henri Désiré. Non. Bonjour à vous, Patrice. D'abord, merci d'être venu, c'est très gentil. Avec plaisir. À peu près un siècle après votre mort. C'est ça, ça commence à dater. Vous avez été condamné à mort ici. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur les traces de l'endroit où vous avez été jugé? Un petit peu de mélancolie, on va pas se mentir. Mélancolie avec un peu d'amertume, puisque c'est quand même là que j'ai perdu la tête. Donc c'est compliqué comme situation. Mais je suis heureux d'être là avec vous, en tout cas. Alors, vous êtes en réalité Gauthier Jourbard et vous êtes dans Je n'ai rien à vous dire, la pièce Je n'ai rien à vous dire, l'acteur qui joue Landru. Là, vous n'avez pas encore tout à fait le look. Il y a 2 heures, un peu plus de 2 heures de maquillage. C'est ça, à peu près oui, de 2 heures, 2 heures et quart en fonction des retouches. Mais voilà, je n'ai pas encore toute la panoplie. J'ai déjà la barbe. C'est déjà pas bien. Encore qui va être plus noir. Ouais, voilà, plus noir. On va reparler dans un instant de l'affaire Landru et de la pièce surtout, qui va être capté ici dans ce tribunal, puisque c'est dans ce tribunal, c'est pas dans cette salle exactement, puisque la salle n'existe plus, mais c'est dans ce tribunal que Landru a été jugé. Mais d'abord, on va parler de Versailles, des faits divers. Alors, vous promenez comme ça les gens. Alors, il y aura des visites, je crois que la prochaine c'est le 8 octobre. Oui. Et ensuite le 17 décembre. Et le 17 décembre, on s'inscrit à l'office de tourisme. On s'inscrit à l'office de tourisme. Les visites ont lieu l'après-midi à partir de 15h. Et comme on le dit souvent, c'est une autre manière de visiter Versailles. Puisque voilà, on s'attend Versailles, le château, la féerie, le décorum. Mais il y a l'envers du décor. Il y a l'envers du décor. Et oui, enquête et faits divers. Il s'est passé des choses un peu étranges, un peu monstrueuses, mais qui permettent quand même d'évoquer l'évolution de la justice et de la police. C'est aussi là l'idée de faire de l'histoire de l'art, de l'anthropologie, de la sociologie, au travers de ces thématiques fort passionnantes et qui attirent beaucoup de public. Oui, certainement. En fait, voilà, souvent... Mais c'est vrai que Versailles, c'est un lieu de pouvoir et que souvent le pouvoir et le crime sont liés. Et il y a une affaire, évidemment, dont vous parlez. Vous allez me dire, où est-ce que vous en parlez dans Versailles? C'est l'affaire des poisons. Oui, tout à fait. Avec Brinvilliers, avec... Avec une affaire où habituellement on manque de condamnés, on manque de gens. Et bien là, on en a eu beaucoup trop. Ah oui. C'est-à-dire qu'en effet, je vais reprendre en quelques mots, en quelques phrases l'affaire des poisons, si toutefois c'est possible, parce que c'est une affaire que je vais qualifier d'européenne, même si à l'époque on ne peut pas parler de l'Europe actuelle. Mais on se rend compte que les choses, donc on va arrêter. Je vous le fais court, mais on va arrêter 300 personnes. J'ai plus les chiffres exacts, mais je crois qu'il y a un peu moins d'une centaine de condamnations. Il y aura des envois en galère. Et voilà, et ça touche les personnes extrêmement proches du roi. Alors, ça commence comment? Ça commence... Il y a beaucoup de morts. Alors, vous allez il y a un mort. Alors, il y a un mort. Qui est un amant, de la marquise de Brinvilliers. Qui est l'amant de la marquise de Brinvilliers, qui est effectivement Gaudin de Sainte-Croix. Mais lui, il meurt de manière tout à fait naturelle. Sauf qu'autour, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve plein de fioles et on se rend compte qu'on peut tuer sans laisser aucune trace. Et puis, en fouillant un petit peu, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Des éléments, des lettres, et notamment la marquise de Brinvilliers, qui s'accuse de tout un tas de choses. Elle n'a pas attendu la mort de l'amant, enfin juste après la mort de l'amant, elle s'enfuit, elle partira à Londres et effectivement dans les pays du Nord où elle sera arrêtée par la suite. Elle est arrêtée et effectivement, elle n'a rien de plus à dire, mais c'est peut-être là où il faut raconter des choses un peu croustillantes. Je ne vais pas le dire là parce que nous sommes enregistrés, je peux le dire en conférence, faudra venir nous suivre. À l'époque, la question ordinaire et extraordinaire pour faire avouer les gens. Puisqu'effectivement, depuis le décret du Villers-Cotterêts, on ne peut plus se contenter de l'intime conviction. Donc, la meilleure des choses, il faut l'aveu. Comment obtenir un aveu? Question ordinaire et extraordinaire. Comment on obtient l'aveu? À la tour Bombec, qui n'a rien à voir avec les bonbons, mais c'est la tour de la bonne question. En fait, c'est à Paris. Là, pour le coup, c'est pas à Versailles. C'est à Paris. C'est la plus vieille tour du Palais de la Cité. C'est la toute crénelée.
Et c'est là où se dérouleront aussi certains procès avec Fouquier-Tinville, l'accusateur public, au moment de la Révolution française. Revenons à Versailles. En effet, effectivement, même si finalement l'affaire des poisons se passe essentiellement à Paris, quand même, il faut le rappeler. Alors, question ordinaire et extraordinaire, je vais vous citer un exemple. La marquise de Brinvilliers va être effectivement soumise au supplice de l'eau. C'est-à-dire que le principe est d'avoir la tête en dessous de l'estomac et de faire avaler de l'eau. Vous allez me dire, oh, 1,5 litre d'eau par jour. Non, non, là on est plutôt entre 15 et 18 litres. C'est du gavage, quoi. Voilà, c'est pour ça que la marquise de Brinvilliers, qui était, on dit, un petit bout de bonne femme, ravissante comme tout, les seules images qu'on a d'elle, c'est après, c'est pendant le procès, où elle est toute gonflée. Plus très très jolie. Donc il ne faut pas boire trop d'eau. Non, non plus. Et surtout là, quand on vous la fait ingurgiter, terme pas très joli. Et donc, effectivement, elle va avouer. Et c'est là où il faut effectivement évoquer, ok, elle avoue, donc elle va être exécutée. Mais souvenez-vous, sous l'Ancien Régime, suivant à quel ordre l'on appartient, la noblesse, le clergé, le tiers-état, et ce que l'on a fait, on n'est pas exécuté de la même façon. Mais là, on est embêté. La marquise de Brinvilliers, on a peut-être oublié de dire quelque chose, je le dirai après, mais la marquise de Brinvilliers est noble. Donc elle a la chance d'avoir le droit d'avoir la tête coupée. Non, la guillotine n'existe pas encore. Avec une épée de justice. Oui, mais elle a touché des poisons. Donc c'est une hérétique, c'est une sorcière. Donc elle a le droit d'être brûlée. Donc en gros, on est à Paris, elle est condamnée, elle va passer devant Notre-Dame, amende honorable, et elle sera effectivement exécutée. Ce qu'on appelle l'amende honorable. L'amende honorable, et ensuite elle est exécutée place de Grève, qui n'est autre que la place de l'hôtel de ville actuelle. Et voilà. La voisin qui a trempé dans l'affaire, ça c'est la suite, qui est une sorcière, elle sera brûlée. Voilà. C'est-à-dire, on va pas raconter toute l'affaire. On va pas raconter tout, mais regardez les surprises. Finalement c'est le début de la fin. On se dit ça y est, elle est exécutée, on ne va plus rien entendre parler, et c'est là où finalement les autres procès vont continuer. La voisin. Juste un mot, c'est-à-dire que si l'affaire a pris autant d'ampleur, c'est que elle remonte jusqu'au roi par la Montespan. Par la Montespan, c'est-à-dire qu'un jour, en gros, vous avez la marquise de Brinvilliers, puis vous avez la voisin qui effectivement c'est une avorteuse. À la base, c'est une avorteuse. On a retrouvé dans son quartier parisien. Plus de 2500. Ah ben, on a retrouvé les fœtus, dans le côté peu ragoûtant, on en a retrouvé à Paris. Voilà. Oui, non, c'est. Et effectivement, elle va faire des filtres d'amour, mais elle va aussi faire ce qu'on appelait des filtres de succession, parce que c'était trop lent. Donc, on se débarrassait. La Brinvilliers s'est quand même débarrassée de son père, de ses frères, de ses sœurs. Elle a tenté le mari. Elle trouvait ça très bien parce qu'il n'y avait aucune trace, quoi. Alors, on en revient à ce que l'on disait. Tous les médecins disaient c'est mort naturelle. Mais c'est ça. Formidable. Alors, on en revient à ce que l'on disait hors antenne. Finalement, il y a 3 éléments. Pourquoi est-ce qu'on tue? Pour le pouvoir, pour l'argent, par amour. Et vous pouvez prendre n'importe quelle affaire, encore aujourd'hui, vous aurez toujours cela. Comme d'habitude. Plutôt par amour? Probablement plus pour l'argent. Probablement plus pour l'argent. Évidemment, il y a aussi des faits divers que vous racontez parce que vous basez aussi sur des enquêtes de police qui ont eu lieu. Alors, on se base, en fait, où est-ce que l'on va chercher les sources? Parce que c'est bien de faire le côté très romanesque, mais derrière, il y a quand même des vies humaines en jeu. Donc, les affaires, alors, vous pouvez avoir des meurtres. J'avoue que je surnomme souvent cette visite « meurtre à Versailles », parce que c'est le côté très versaillais, et je me dis, on va choquer. Mais, donc, il va y avoir des meurtres, ça, si vous voulez qu'on en reparle, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi des faits divers. Par exemple, et c'est peut-être là où il faut évoquer une toute petite chose, n'oubliez pas qu'à Versailles, construit au départ, le premier château, c'est Louis XIII, complètement privé. Louis XIV arrive là-dessus. On pourrait se dire, il installe la cour et le siège du gouvernement, ça devient public. J'utilise des termes contemporains, bien évidemment. C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que tout ce qui touche au roi, ça va être une instance qui s'appelle la prévôté. Aujourd'hui, la prévôté, si vous discutez avec des militaires, ils vous diront, mais il existe encore une prévôté. La prévôté gérait la cour et tout ce qui se passait autour lorsque la cour était itinérante. Mais elle reste à Versailles après l'installation. Mais par contre, dans la ville, tout ce qui va se passer, par exemple, là, dans les faits divers, vous me dites quel est le parcours. On part de la place d'Armes, ensuite on va parler de l'affaire de Damien devant les petits appartements Louis XV. On se dirige vers la place Hoche pour effectivement continuer vers la Geôle, où aujourd'hui c'est le magnifique quartier des antiquaires. C'était beaucoup moins habitable à l'époque, et c'est surtout la place
du marché. Oui. Et à ce niveau-là, effectivement, place du marché dit des gens qui boivent un peu trop, des messieurs qui protègent leurs femmes, des gens qui partent sans payer leurs notes. Et ils protègent leurs femmes, vous voulez dire que... Ah si, ils peuvent protéger leurs femmes. C'est-à-dire que s'il y a un voisin qui est un peu aviné, embête un peu madame, voilà. Oui, d'accord. N'imaginez pas que tous les hommes se baladent avec une arme sur le côté. C'est vraiment le militaire. Donc il y a beaucoup de faits divers là. Mais on a beaucoup de faits divers sur la place du marché, entre celui qui vend son vin sans payer la taxe, l'aubergiste, plutôt le client de l'aubergiste. Et ça, vous avez lu les rapports de police? On lit les rapports de police, on se rend compte des médecins qui n'arrêtent pas de soigner des plaies. On en a une, il faut que je vous la raconte, elle est très drôle. On passe, rapidement. Passage Saint-Pierre, à un moment donné, vous avez un bourgeois qui passe, et puis qui se prend, alors j'ai toujours un pot de chambre, en fait c'était les huiles usées sur la tête. Procès. Eh bien, c'est la dame, c'est le bourgeois qui va perdre. Pourquoi ? Parce que la domestique avait crié « gare !» et le bourgeois ne s'était pas poussé. Voilà. C'est mignon. Alors, passons maintenant aux procès qui ont eu lieu dans la cour d'assises de Versailles. Et il y en a un dont il faut parler. C'est celui de Zola, j'allais dire, dommage collatéral de l'affaire Dreyfus. Tout à fait. C'est le deuxième procès de Zola qui va effectivement se dérouler à Versailles. Alors vous allez dire, mais pourquoi ? Alors, on rappelle qu'effectivement, l'affaire Dreyfus a secoué cette Troisième République et qu'en effet, il y a les anti-Dreyfusards, les Dreyfusards qui ont beaucoup changé de camp. D'ailleurs, si on regarde, là je résume, je n'ai pas le choix, mais c'est extrêmement intéressant d'aller creuser l'affaire. Et puis, à un moment donné, Zola écoute au départ, il fait bon, c'est une affaire comme une autre. Et puis il entend des présidents qui se battent et il se dit, il faut que je me batte aussi. Donc, il va voir le responsable directeur de l'Aurore et effectivement, il va écrire le fameux « J'accuse ». Il sait qu'il va être condamné pour diffamation parce que dedans, il attaque tout ce qu'il veut. Il attaque l'armée, il attaque le pouvoir. Il attaque l'état-major et l'état-major ne se remettra jamais en cause. Lui, son but, c'est... On fait mon procès, mais il dira à son avocat, ne me défendez pas. Mais essayez toujours de remettre en place, de reparler de l'affaire Dreyfus. Parce que la réhabilitation n'est pas encore là. On est à la fin du 19e siècle, on est en 1898-99. Et en effet, donc il y a un premier procès qui a lieu à Paris. Il le fait casser. Deuxième procès, ici. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de monde qui va aller à Paris. Donc, Versailles, les gens ne viendront pas. Tranquille. En fait, il y a le train. Il y a déjà des trains. Il y a déjà des gares à Versailles. Elles existent depuis le milieu du 19e siècle. Et en fait, tout le monde va venir. Il est condamné à Versailles ? Alors, il est condamné à Versailles. Il est condamné à la prison et je ne sais plus, je crois que c'est 3000 francs. Après le deuxième procès, il n'attendra pas. Il s'enfuira à Londres. Donc, parce qu'il sait qu'il va finir en prison. Il part à Londres et il ne reviendra qu'au moment où il y a le début de la réhabilitation de Dreyfus. Mais le procès, en effet, a lieu ici avec tous les journalistes qui étaient là. Il n'y a pas que les Versaillais. Et donc, le procès Zola, c'est ça. C'était arriver à attaquer puisque... Il y a des gens de l'état-major, notamment Picard, qui ne croient pas. Et voilà. Et juste. Picard le défend. Aujourd'hui, on sait que Zola a probablement été assassiné. Alors, on est le 29 septembre 1902, c'est à presque 120 ans, 121 ans, jour pour jour. Oui, on sait qu'il est mort parce qu'il y avait la cheminée qui était mal ramenée, on va dire ça comme ça. Ah oui. Et vous pensez que c'est un assassinat ? C'est pas moi qui le pense. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement... Il y a une thèse depuis quelques années. Il y a une thèse. En fait, on sait qu'au moment où il meurt, donc il revient de sa campagne avec sa femme, et effectivement, il demande à ce qu'on allume le feu de cheminée un peu avant. Puis le domestique se rend compte, le majordome se rend compte, elle tire mal. Donc il pense avoir rééteint, il ne l'a pas rééteint. Le lendemain, les domestiques n'ont pas de nouvelles de leur maître, ça les inquiète. Ils frappent. Madame Zola est effectivement évanouie, elle se réveillera. Zola est mort. Donc là, et dans le compte-rendu, il y a marqué dans la marge « mort accidentelle ». Mais plus de 20 ans après, vous avez effectivement un maçon qui va effectivement dire à un pharmacien... Henri Buronfosse, je crois que c'est appelé, non ? Exactement, et qui va dire... C'est nous. En fait, nous avons bouché la cheminée et le temps qu'on s'en évacue le corps de Zola, on a eu le temps de la déboucher. Parce qu'il y a des essais qui vont être faits. On va mettre des oiseaux, on va mettre des chiens, il y en a qui meurent, il y en a qui se réveillent. On dit on ne peut pas tuer
un homme uniquement avec ça. Et il attendra plus de 20 ans. Et même le pharmacien attendra encore plus de 20 ans. Et alors, sur ordre de qui, du coup, le cheminée aura été probablement des antidreyfusards. Les antidreyfusards. Voilà. Alors, aujourd'hui, il faudrait beaucoup plus de temps, mais en effet, aujourd'hui, on pense réellement que c'est vraiment une nécessité. Sauf que n'oubliez pas l'affaire Dreyfus à l'époque. Aujourd'hui, pour ceux qui la connaissent, il faut éviter aussi d'en parler à un repas. Ça décore. Pour ceux qui connaissent l'affaire. Ils en ont parlé, comme disait le dessin, le fameux dessin où les gens se battaient. Amis se battaient. N'oubliez jamais que Dreyfus, qui est libéré, va effectivement, au départ, la femme de Zola dit ne venez pas assister à l'enterrement de mon mari. Parce qu'elle a peur d'un déchaînement de foule. Et finalement, elle dira, il s'est battu pour vous, venez. Et au moment où Zola est mis au Panthéon, Dreyfus se fait tirer dessus. Donc voilà. Dernière affaire qu'on va aborder, puis après on va parler de... Alors on saute, si je peux dire, Landru dans le temps, puisque le procès était 1921, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, il a duré très longtemps. Il est exécuté en février 22. Il y a eu ici, je ne sais pas si vous le savez, Gauthier, la dernière exécution publique. À l'époque, quand quelqu'un était condamné à mort, il était exécuté publiquement. Le public pouvait venir. J'ai dû le savoir. Oui. Et ça a lieu en 1939, à Versailles, le 17 juin. 17 juin, et c'était un Allemand qui s'appelait Weymann. Eugène Weymann. Alors, qui était, on disait, l'assassin au visage poupin. Enfin, c'était un très joli garçon. Ouais. D'accord. C'était un très très joli garçon. Alors lui, pour le coup, c'est pour l'argent. Qui effectivement avait déjà été condamné. Alors, c'est un tueur en série. C'est un tueur en série. De toute façon, je crois que c'est à partir de 4 personnes qu'on devient un tueur en série. Voilà, je ne savais pas que c'était la classification. Il me semble que ça, mais le terme n'existait pas. Oui, bien sûr. Il est déjà en maison de redressement. Alors, je vais vous prendre les termes contemporains. En Allemagne, il rencontre des Français en prison en Allemagne. Techniquement, il n'aurait pas dû pouvoir venir en France. Être allemand à la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas terrible. N'y voyez aucun propos discriminant, mais ça n'a pas... Voilà. Non, mais en 1939, c'est vrai que vous êtes jugé en France pour crime, mais vous êtes allemand. C'est compliqué. Peu de chance d'échapper à la peine de mort. Il va effectivement, lui, c'est vraiment pour l'argent. Donc la première, ça va être Jane de Coven, qui est une américaine, qui est une danseuse américaine. Et effectivement, il la rencontre à l'hôtel Ambassadeur à Paris, boulevard Haussmann. Et puis il voit que son chaperon, que sa tante, n'est pas très présente. Donc il l'invite, il lui dit venez. Et en fait, il a loué, Weymann a loué une maison à la Selle-Saint-Cloud, à Voulzy. C'est discret. Donc il va, alors là on est aujourd'hui plus tout à fait d'accord de la manière dont la danseuse a été tuée, mais il s'avère qu'effectivement l'idée c'était de la kidnapper et de demander à la tante une rançon. Il va la tuer extrêmement rapidement. La rançon, il ne l'aura jamais totalement, surtout que les médias s'en mêlent. Donc il sait que là, il vaut mieux qu'il disparaisse. Il y a l'agent immobilier sera tué, il va tuer un de ses collègues, j'allais dire, un de ses acolytes. Voilà. Qu'il avait rencontré en prison. Alors il y en avait qu'il avait rencontré en prison, des Français, d'autres qu'il va aller chercher. Ils sont pas toujours très sûrs de leur coup. On se rend compte qu'ils tuent souvent pour pas tant d'argent que cela, mais que l'argent vient très très vite à manquer. Il va être effectivement arrêté et c'est la dernière exécution publique. Voilà. C'est-à-dire que elle s'est passée. Alors les gens, je ne sais pas s'ils sauront où nous sommes, mais juste derrière nous, devant la porte de l'ancienne prison Saint-Pierre. Et alors je dis toujours méfiance. Si vous tapotez sur Internet, moi je n'ose plus regarder, mais il y a eu... il y a la vidéo. Il y a une vidéo et c'est la vraie tête qui tombe. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Les exécutions sont publiques, mais normalement très très tôt le matin, avant 4 heures. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu du retard. Est-ce que la guillotine, on a mis du temps à la monter ? On ne sait pas, mais il fait jour. Donc on a des photos prises, on sait très exactement de quelle fenêtre elles ont été prises. Et le lendemain, Daladier est furieux parce qu'il dit ça n'est plus possible. À présent, les exécutions auront lieu dans l'enceinte des prisons toujours très tôt le matin. Donc c'est la dernière exécution publique. Bon, okay. Voilà, ça va être passionnant de suivre les Nous n'en disons qu'une partie, donc n'hésitez pas. Vous parlez évidemment aussi de Landru. Alors, Gauthier, on va évidemment, cette pièce, elle est tirée de tout ce qu'on peut savoir du procès de Landru, puisque c'est le procès de Landru. Le titre même de la pièce est une phrase de Landru. Je n'ai rien à vous dire.
Phrase récurrente. Alors, d'abord, un mot, comment là, vous allez jouer dans quelques heures, vous allez maquiller, chauve, brun. Comment on se met dans la peau d'un tueur quand on est acteur? Après tout, c'est le métier. Mais... Oui. C'est une question assez complexe et je pense que chaque acteur répondra différemment, je pense. Mais pour Landru, en tout cas, il y avait déjà de la préparation vraiment en amont du rôle. Oui, bien sûr. Un peu de la lecture de documents, puis beaucoup de discussions avec le metteur en scène, avec Louis Barrault, pour avoir son de cloche sur comment il perçoit Landru, comment il veut montrer Landru dans la pièce. Donc beaucoup de travail psychologique, de discussion pour savoir, ok, alors là, il faut que je... Parce qu'il y a quand même un espèce de double jeu en jouant Landru qui, selon notre version, en tout cas, enfin selon... C'est à voir tout un chacun, mais... pour moi en tout cas, était coupable, mais jouait la non-culpabilité. Donc il y a un espèce de double jeu à avoir en tête. C'est Gauthier Jean-Bart qui joue Landru, qui se dit innocent, mais qui ne l'est pas. Enfin, il y a une espèce de truc assez... mise en abîme, oui. Voilà, exactement. C'est une espèce de c'est un travail d'acteur assez mais c'est formidable à faire. Et puis, en plus de cette intériorité, il y a beaucoup de répétitions où on va un peu régler chaque petite chose, faire du travail très minutieux sur des phrases qui sous-entendent que oui, mais en fait que je ne suis pas coupable, mais tout ça. Et puis ensuite, évidemment, le costume. Et dans mon cas, le maquillage, qui aide littéralement à changer de peau. En fait, pour le coup, vraiment, il y a un côté caméléon d'enfiler un costume. Absolument. Et puis d'avoir cette espèce de calotte qui fait office de faux crâne sur laquelle on pose une couronne de cheveux. Plus le maquillage. Un peu plus de 2 heures de maquillage. Voilà, 2 heures, 2 heures et quart. Donc on a le temps de se mettre dans la peau. Oh oui, clairement, il y a un travail de patience et d'intériorité. Votre idée comme ça, maintenant que vous avez lu, vous avez joué le personnage, c'est qu'au fond, c'est un escroc. Et c'est un escroc. Oui. C'est évident, depuis bien avant de devenir un meurtrier, c'est un escroc. Et au fond, c'est pour pas se faire attraper qui tue. Ah oui, c'est très terre à terre. C'est vrai que quand on parle de tueur en série, je pense ça nous vient des États-Unis. À mon avis, il y a un sous-entendu toujours psychologique, la Dahmer, tout ça. Il y a un truc, quelque chose d'une pulsion, d'une jouissance, exactement. Landru, c'était pas du tout beaucoup plus basique que ça. Si je tue la femme que j'ai arnaquée, elle va pas me dénoncer à la police. Je pense que c'était aussi simple que ça, puisqu'il a commencé sans les tuer. C'est les victimes de ces arnaques. Il a commencé sans les tuer. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont Après, il essaye d'en prendre sans famille. Aussi oui, mais quand bien même, il a fait de la prison à cause d'arnaques comme ça. Et on s'est dit avec Louis Barrault et les autres comédiens en discutant, c'est probablement en prison qu'il s'est fait, bon, oui, je vais recommencer, mais cette fois, je vais essayer de ne pas laisser des personnes qui iront parler contre moi. Voilà, donc c'est très terre à terre, je pense. C'est ce qui est dit dans la pièce par Domitille Leboeuf. Il y a des faits qui pèsent, enfin qui fait faire croire la culpabilité, dont le fait en effet qu'il prenait un aller-retour pour lui quand il allait à Gambé et un aller simple. Deux allers, un seul retour. Un seul retour pour les femmes qui l'accompagnaient. Mais on n'a pas de preuve très tangible de sa culpabilité. Non, pas réellement. L'un des trucs qui parle beaucoup, je trouve, c'est le fait que très binairement, les meurtres se sont arrêtés après son exécution. Après, oui, il y a le fameux carnet noir. Parce qu'il tient tout, hein, il tient la comptabilité. Il est très méticuleux. Je crois que c'est son avocat qui avait dit si Monsieur le Président vous le graciez, je le prends comme secrétaire. Il était extrêmement rigoureux. C'est pas impossible. Et puis il y a pas que le 2 aller, un retour. Il y a des scies à métaux qui ont été achetés par douzaines. Oui, il y a des éléments. Il n'y a pas de preuve absolue. C'est ça, il n'y a pas la preuve même, mais il y a tant de choses qui font dire que non, quand même. Mais après, c'est là toute la question de la pièce. La conviction ne fait pas preuve. Je dis ça parce que l'un des attraits de la pièce, c'est que... Alors, il y avait, je crois, 14 jurés, très bizarrement. Exceptionnellement, il y a eu 14 jurés au lieu de 12. Plus que d'habitude. Hein. Et donc, vous prenez 14 spectateurs au hasard, tirés au sort, qui vont être, après la pièce, à la suite de la pièce, chargés de juger Landru et de dire est-ce qu'il est coupable ou pas coupable. Vous avez joué la pièce à Gambé 2 fois. 2 fois Gambé. Vous l'avez joué ici même à Saulieu, oui, la première fois. Une fois ici. Une fois ici, vous avez la rejouée ici. Elle sera captée d'ailleurs ce soir. Parfaitement. On peut dévoiler un peu les jugements qui ont été... Ah bon, on peut parfaitement dévoiler les jugements. Alors sur 4 dates, on a eu 3 dates où Landru a été reconnu coupable
l'une des dates, pour le coup, coupable de tout, guillotiné, tout ça. Mais alors après, il y a des choses qui sont très intéressantes, parce qu'on joue la pièce en 2023. Oui, alors est-ce qu'on condamne à mort? Et voilà, il y a le sous-texte que s'il est coupable, c'est la guillotine. Alors est-ce que dans les délibérés, avec notre sensibilité éthique actuelle, est-ce qu'ils se disent, bon... On en a eu, parce que régulièrement, on interagit un peu avec les spectateurs après la pièce. On en a eu beaucoup qui nous ont dit, pour moi, il est coupable. Mais si je dis coupable, il meurt. Et moi, je ne peux pas condamner à mort un homme. Et d'autres qui disent vraiment, moi, je pense qu'on ne peut pas statuer sur l'affaire. On n'a pas assez d'éléments. En même temps, moi, si j'étais spectateur, je me dis, c'est la première fois que je peux condamner quelqu'un à mort sans que ça porte à conséquence. On n'aura pas l'occasion de recondamner des gens à mort. J'espère qu'on ne va pas vous guillotiner pour de vrai, quoi. Non, je préférerais pas. Ça va pas jusque-là, donc la pièce. Je vous cache pas que je préférerais qu'on évite. Revenons à un mot. Voilà. Le rôle est aussi extraordinaire parce que, au-delà du tueur, au-delà de l'affaire, c'est aussi une personnalité qui a un humour très personnel, je peux dire. Enfin, c'est vrai qu'il y a les bons mots de Landru. Ils ont couru. Mais il y avait énormément de personnalités. C'était un blockbuster ce procès. Quand vous parliez de Zola, qu'ils avaient fait ça à Versailles en se disant qu'il n'y aurait pas trop de monde, au final, il y avait des similarités avec Landru parce que tout le monde est venu. Tout le monde voulait voir le procès. Il y avait les trains qui avaient été affrétés spécifiquement pour le procès, les trains Landru. On appelait ça les trains Landru. Et c'était un spectacle, mais total. C'était après la Première Guerre mondiale, donc les gens avaient envie de se divertir en allant voir un procès, le procès de quelqu'un qui faisait son show. C'était un présentateur de talk-show américain, Landru, qui mouchait absolument tout le monde. Mauro Giaferi, c'était... Alors voilà, il y a l'avocat Mauro Giaferi qui était en montée quand même. Qui était l'un des plus grands... C'était une superstar. L'avocat général. L'avocat général qui était une superstar. Le président Gilbert également. Ça, on essaie de le montrer dans la pièce. Ils ont tous des personnalités très fortes. Vous êtes 6 comédiens dans la pièce. Alors, vous jouez Landru. Vous pouvez nous dire à peu près qui joue quoi? Bien sûr. Alors, on a Romain Pirosa qui joue Godefroy, l'avocat général. Voilà. On a François Prioli qui joue le président Gilbert, qui ordonne le tout et qui était un petit peu biaisé. Un brin. On a Margot Geiger qui joue Mauro Giaferi. Mauro Giaferi, absolument. Voilà, Louis Barrault qui va jouer le commissaire Belin, qui est également important. Qui est également un personnage dans l'histoire. C'est le flic qui a arrêté Landru. Voilà. Alors sachant qu'il y avait un autre policier dans l'équation quand même, mais c'est vrai que pour la pièce, on a essayé de condenser un petit peu. Mais Belin a apporté beaucoup de doutes aussi parce que il y a eu beaucoup d'erreurs judiciaires quand même dans la procédure. Il y a eu beaucoup de vices de procédure. Et on a ensuite Domitille Leboeuf qui joue les témoins. Voilà, qui joue plusieurs rôles. Plusieurs rôles, notamment certaines femmes que Landru a côtoyées, certaines proches des femmes que Landru a côtoyées. Et elle joue la maîtresse de... Elle joue également la maîtresse de Landru, la dernière maîtresse femme qui donc n'est pas morte, celle-là. Non, Fernande Segret. Et Fernande Segret, qui n'est pas morte, tuée par Landru. Dans le procès, qui est un témoin à décharge, si je peux dire. C'est-à-dire qu'elle est amoureuse de Landru. Elle est folle amoureuse. Vous pensez que lui est aussi amoureux d'elle? Moi, je pense que oui. Oui. On en a beaucoup, mais c'est un gros. On discute beaucoup de la pièce forcément dans la troupe, et on pense beaucoup que Landru l'aimait sincèrement quand même. Alors après, c'est une interprétation comme une autre, et puis au final, c'est pas très pertinent de savoir ce qu'on pense par rapport à la pièce. Ah oui, bien sûr, à sa cousine. Tout à fait. Mais c'est une thèse tout à fait plausible. Enfin, oui, parce qu'elle le défend. Et puis, je pense après une histoire qui est si morbide, il y a un côté presque poétique, entre énormes guillemets, de se dire la dernière femme qu'il n'a pas tuée, il en était fou amoureux. Il y a quand même cette phrase de Landru qui est extraordinaire dans le procès, où il dit: après tout le scandale qu'on a fait sur mon nom, le regret que j'ai, c'est qu'on a appris à ma pauvre femme que je l'avais trompée. Ah oui. On a dû faire une sélection des phrases de Landru. Celle-là, on ne l'a pas sortie. Non, mais je trouve ça très... On la raconte dans la conférence. Exact. Voilà. Bon, c'est parfait. Alors on se complète. C'est fantastique. Très bien. Écoutez, quand vous allez jouer ce soir, on vous dit merde. On peut dire ça. Hein. On peut dire merde. Et moi, je vous réponds qu'on prend. Voilà. Il ne faut pas dire le mot qui commence par un M. Je vous laisse expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y avait autrefois, on allait dans le théâtre à cheval. Tout à fait. Et plus il y avait de merde, ça veut dire que plus il y avait de chevaux, donc plus il y avait de public. La voilà. Mais je pense que vous la connaissiez, la raison. Mais j'ai entendu 2-3 autres interprétations. Il y en a plusieurs. On peut dire merde. Oui, voilà. On peut dire merde. Et je vous réponds
je prends avec grand plaisir. Hélène Charabani, merci infiniment. Merci. Donc on va aller voir le 8 octobre et le 17 décembre. Ou le 17 décembre, ou les deux. On peut faire les deux. De toute façon, c'est assez régulier. Voilà. Chaque conférencier l'aborde à sa manière. C'est en effet une façon très originale de visiter Versailles et d'aborder d'autres thématiques. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de guillotine, mais on n'ira pas dans l'histoire de la guillotine. Le Versailles moins connu. Le Versailles moins connu, le Versailles plus... Voilà. C'est Versailles, oui, c'est passé quand même beaucoup de choses sur le plan judiciaire. Merci infiniment, Gauthier. Merci beaucoup, Patrice. Et merci, Hélène. Merci. Alors pour terminer cette émission, gros plan sur la troupe qui va jouer Je n'ai rien à vous dire, la pièce sur Landru avec Louis Barrault. Vous êtes le metteur en scène et puis l'auteur de cette pièce. Hein. Oui, tout à fait, mais co-auteur, parce qu'il y a absolument. Il y a Yelena Josic qui a eu sa part d'écriture également. Absolument. Et alors on va parler avec vous, mais c'est une belle aventure quand même. Ah oui, une très belle aventure. On ne s'attendait pas à atterrir à la cour d'assises de Versailles, endroit historique où Landru a été emprisonné, jugé et décapité. Et décapité, oui. Voilà. Oui, on a tout fait ici. La salle d'assises de Landru n'existe malheureusement plus. Il reste des vestiges qu'on aperçoit dehors et dans le tribunal. Mais elle a été détruite quand ils ont fait les travaux de rénovation du tribunal. Voilà. Non, quand je dis belle aventure, c'est-à-dire que l'aventure a commencé à Saulieu, après à Gambé, dans la ville où Landru avait sa maison. Ça continue ici dans la cour d'assises. Vous allez revenir d'ailleurs à Gambé ? Oui, le 18 novembre, effectivement, le samedi 18 novembre à 20h, il me semble. Il y a déjà des demandes de réservation. Donc, ça marche du feu de Dieu, quoi. Écoutez, on va toucher du bois, monsieur Carlos. Pour l'instant, on joue à guichet fermé depuis. C'est la 4e date ce soir, on est à guichet fermé, donc c'est vraiment inespéré. Et puis, on en parlait avec Gauthier tout à l'heure. Évidemment, il y a cette. Pour vous, je pense que ça change aussi. C'est-à-dire qu'il y a des jurés qui se réunissent. Et donc, à chaque fois, c'est une pièce nouvelle, quoi. Hein. On ne sait jamais. Moi, je ne parie plus avec eux sur le sort de Landru, parce qu'à chaque fois, je perds. Voilà. Mais oui, effectivement, les jurés nous surprennent. On s'attendait à Versailles à avoir un verdict différent en se disant on est à Versailles, là où il a été jugé et décapité. On s'est dit ils vont le reconnaître coupable. Eh bien non. Non, à Gambé une fois sur deux. C'est ça. Et là, pour l'instant, non coupable de meurtre. Plutôt non coupable du meurtre. Hein. Oui. Bon, on verra bien ce qui va se passer. Surprise. Alors, un mot avec vous. Alors, vous êtes président, hein ? Oui, tout à fait. Oui. Alors, présentez-vous. Alors moi, c'est François Prioli. Voilà. Donc c'est moi qui vais présider cette audience avec Landru en accusé. Donc ça va être un grand moment encore ce soir. Je ne sais pas quel va être le verdict. Non, mais ça vous suspense. Vous serez très objectif. Hein, oui, tout à fait. Moi, d'une grande objectivité de par ma fonction. Et est-ce que Moreau Giaferi vous énerve un peu? Moreau Giaferi, un petit peu. Alors j'ai un droit je me dois d'être sur la réserve. Hein, je n'ai pas le droit de le dire, mais voilà, elle a un peu une tête qui me revient pas. Alors, Maître Moreau Giaferi, c'est joué par une femme, une actrice, hein. Oui. Je suis Moreau Giaferi au féminin. Peut-être pour ça que j'énerve monsieur, on ne sait pas. Non, c'est l'avocat qui doit aller. Oui, totalement. Et oui, je c'est un beau rôle, c'est un rôle magnifique aussi. C'est très très intéressant. Moi, à chaque fois qu'on la joue, je suis. C'est un énorme plaisir, quoi. Je vais pas dire c'est un rêve. On est à 3 heures de la représentation. Vous avez un peu les chocottes, non? Moi, j'ai pas encore eu le temps d'y penser, mais ça vient plus tard. Oui. Je pense que oui, quand le public va s'installer, là, ça va venir. En fait, le samedi dernier, le stress est venu beaucoup plus vite. Mais... Ah non, nous on est chacun à nos places. En fait, voilà, j'ai donc Margot qui joue Moreau Giaferi et Romain qui joue l'avocat général Godefroy, qui sont en fait non. Toi, tu fais une entrée, mais Margot en fait s'installe assez vite ici. Bon, excusez-moi, je dis des bêtises. En fait, tout le monde rentre un peu après le public, mais il y a... Oui, voilà. Mais c'est le metteur en scène, hein, en même temps. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Il connaît sa pièce. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Et puis peut-être qu'il a tout changé. Oui, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais on a changé beaucoup de choses pour ce soir. Voilà, c'est ça. Je vous préviendrai à 20h moins 5. Alors, l'avocat général. Oui. Vous êtes content parce que vous demandez la mort à chaque fois. Oui, après. Et vous l'obtenez parfois, pas toujours. Je l'ai obtenu qu'une fois. Ouais.
Ah, ça, malheureusement. Faut y aller un petit peu plus. Et pourtant, j'y vais. Vraiment, pourtant, je donne de ma personne et j'y vais. Et puis, en plus de ça, j'ai la chance de pouvoir être en hauteur. Oui. Chose qui n'a jamais été faite parce qu'à chaque fois qu'on jouait au théâtre ou quoi que ce soit, on était toujours à la même hauteur. Alors que le Moroger Ferry était oui, exactement. Il est là directement juste derrière vous. Au niveau de la vérité. Voilà, c'est ça. Et d'être en hauteur comme ça sur le bureau, c'est déjà ça change énormément de choses, et même sur la mise en scène, sur les déplacements. Oui, est-ce que ça change beaucoup de jouer dans un vrai tribunal? Énormément. Ouais. Énormément. C'est-à-dire qu'on a le décor qui nous aide, naturel, qui nous aide beaucoup et qui en fait est chargé de je dirais d'émotions, parce c'est un tribunal en ordre de marche, donc il y a régulièrement des audiences dans cette salle, et effectivement c'est vrai que ça fait quelque chose quand on s'assoit. Moi dans le box réservé aux policiers, François à son bureau. Oui, parce que vous jouez aussi Belin. Oui, le commissaire Belin qui a arrêté Landru, et grâce à son opiniâtreté, j'ai raté le mot. Grâce à son... Voilà, on va faire des exercices. Grâce à son insistance, a réussi de fait à mettre Landru derrière les barreaux, ce qui a été compliqué au début. Voilà. Et puis il y a une actrice qui fait tous les rôles. Exactement. Alors, donnez-nous votre nom comme ça. Alors moi c'est Domiti Leboeuf et je fais tous les rôles des témoins. Voilà. Plus la maîtresse de Landru? Alors oui, mais qui est une témoin. Qui est une témoin, absolument, vous avez raison. Non, je dis plus la maîtresse de Landru parce que c'est une témoin en effet, mais comme on le disait avec Gauthier Jeanbart tout à l'heure, c'est vrai qu'elle est très amoureuse de lui. C'est ça. Visiblement. Hein. Et d'ailleurs, elle est survivante d'abord, et elle n'est pas passée par la... Oui, elle n'est heureusement pas passée par la cuisinière. Après, comme beaucoup... Pas encore. Oula. Mais oui, Fernand de Segret, qui d'ailleurs dit bien être la fiancée de Landru, mais comme une autre témoin que je fais, qui s'appelle Mademoiselle Blanc, qui elle aussi pensait être la fiancée de Landru. Oui, il y en avait beaucoup qui pensaient être elle pensait toutes être la fiancée de Landru, finalement. Bon, écoutez, on va vous dire un grand merde. On prend. Et c'est vrai que c'est une très belle aventure. Et puis, je pense qu'elle va continuer encore pendant pas mal de temps. C'est pas évident ce que vous faites. C'est-à-dire que vous jouez pas non plus tous les soirs. C'est une semaine entre les représentations. Là, il va falloir 18 novembre après. Il faut se remettre dans les rôles. Il faut reprendre l'énergie. C'est un vrai boulot, quoi. On fait des répètes toujours un petit peu avant et tout. Mais pardon, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. On fait des répètes en règle générale, toujours pour se remettre dedans et pour y aller à fond. Oui. À chaque fois, on trouve quelque chose de nouveau à apporter ou quelque chose à modifier ou pour continuer je dirais pas ce perfectionnement, mais cette évolution du spectacle. Bravo, parce que c'était la pièce que tout le monde attendait au fond, et c'est très bien d'avoir fait. On espère. On espère. Ouais. Tueur en série, cour d'assises, et je pense que les gens sont assez curieux de voir ce que ça rend dans un vrai décor. Et puis ils peuvent juger. Et ils peuvent juger, exactement. Donc ça, c'est très important. Et on a reçu des mails, nous demandant de truquer le tirage au sort. Pour que les gens soient sûrs d'être jurés. C'est ça. Mais malheureusement, on peut-être faut avoir un petit peu d'argent, non? Oui. C'est ce que j'ai suggéré à Louis. Non, mais faut pas le dire. Non, faut pas le dire. Bon, allez, je vous laisse parce que faut aller se concentrer. Il y a la représentation, en plus il y a la captation ce soir. Donc tout va bien. Merci Monsieur Carmot. Merci. Merci beaucoup.